Le virus Ebola a entraîné un nouveau mode de vie en Sierra Leone. Les populations sont désormais privées de toute activité sociale en raison des risques de contamination. En Afrique du Sud, rebondissement dans l'affaire de rénovation de la résidence de Jacob Zuma. Une enquête policière a été ouverte ce lundi à Pretoria. Au Soudan, le camp de réfugiés de Kalma s'est transformé en une prison virtuelle pour les déplacés du Darfour. Pour ces réfugiés, sortir du dit camp est désormais trop dangereux. Nous sommes le mardi 11 novembre 2014. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition sur SICA. Nous ouvrons ce journal par la Centrafrique. La police de la Force des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, a accentué ces derniers jours ses patrouilles armées dans la capitale Bangui. Objectif, dissuader miliciens criminels et pillards de continuer de s'en prendre à une population qui aspire à la paix. Les détails à travers ce reportage. Les enfants doivent vivre leur vie d'enfant, les adultes doivent travailler. Nous allons soutenir la gendarmerie, la police centrafricaine, explique à la presse le commissaire de police de la MINUSCA, Louis Carrillo. Tout le monde peut avoir une vie normale. Les enfants ont le droit d'être enfants, les adultes d'avoir une vie de travail, une vie de famille, et j'espère vraiment qu'ensemble on est capable d'aider la République centrafricaine à être un pays chaque jour plus sûr. Pour ce faire, la police de l'ONU a commencé à patrouiller lourdement armée dans les 3e et 5e arrondissements de la capitale, théâtre de la dernière flambée de violence en octobre, où se trouve le quartier du PK5, poumon commercial de la ville. La MINUSCA, aidée par les forces françaises Sangari et européennes Eurofor, a finalement rétabli l'ordre, mais la criminalité persiste. Le PK5, dont presque tous les commerçants sont musulmans, a été assiégé pendant des mois par des miliciens anti-Balaka à majorité chrétienne, hostiles à la minorité musulmane et des bandes de pillards. Les musulmans ne circulent pas. Jusque-là, tous les musulmans sont cantonnés. Craignant de nouveaux affrontements, les transports en commun refusent de se rendre dans le quartier du PK5 depuis octobre, compliquant encore la vie quotidienne de la population. Un nouveau mode de vie en Sierra Leone pour une population privée de cinéma, de sport, d'école et de toute autre activité sociale en raison de risques de contamination au virus Ebola. L'église reste l'un des derniers lieux de rassemblement. Pendant ce temps, sur le plan de la lutte contre l'épidémie et sa propagation, le gouvernement sierra-léonais a décidé de mettre en place de nombreux contrôles de température sur les routes du pays. Reportage. De même que vendredi, les mosquées faisaient le plein dans la capitale Freetown. Dimanche, plusieurs centaines de fidèles sont réunis à l'église internationale d'Avancœur, dont le ministre pentecôtiste anime la messe à la manière d'une rockstar. Les fidèles se lèvent, tendent les bras vers le ciel, frappent dans leurs mains et implorent le pardon pour leurs péchés et le sauvetage de leur âme. Près des grilles de l'entrée, comme sur toutes les places publiques, de grands seaux d'eau chlorée invitent les fidèles à se laver les mains. À la demande des autorités, des habitudes ont changé. On ne se serre plus la main, on ne s'étreint plus, même à l'église. Du côté des fidèles, la foi en Dieu est une arme puissante pour garder la tête sur les épaules. La plupart déplorent ce fléau venu délabrer la vie en communauté. À propos d'Ebola, le plus dur, c'est d'être entouré des gens dont on n'est pas sûr. Vous ne savez pas si la personne a eu des contacts ou non. Alors vous vous écartez des gens parce que vous avez peur. C'est dingue l'impact que ça a eu. Nous ne sommes plus en contact avec qui que ce soit. Nous ne touchons plus personne. Les activités dans le pays sont limitées. C'est fou, c'est fou. C'est un gros problème dans notre pays. Je n'ai peur de rien. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Pendant ce temps, la dernière province de Sierra Leone, encore épargnée par Ebola, Ouagadougou, dans le nord-est du pays, est frappée à son tour dans le courant du mois d'octobre. On y compte à présent, selon la Croix-Rouge, 50 morts. La province se félicitait d'être la seule du pays à échapper au virus, malgré sa proximité avec la Guinée voisine. Afin d'éviter la propagation du virus, le gouvernement a
a décidé de mettre en place de nombreux contrôles de température sur les routes du pays. Rappelons que l'état d'urgence a été déclaré le 31 juillet en Sierra Leone en raison de l'expansion du virus Ebola qui a contaminé dans le pays près de 4300 personnes et causé la mort de 1126 selon le dernier décompte officiel. En République démocratique du Congo, à présent, le rapatriement des rebelles démobilisés du M23 piétine plus d'un an après la chute de cette milice. Mercredi dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a insisté sur la nécessité d'accélérer la démobilisation permanente des anciens combattants et souhaité que toutes les parties lèvent les obstacles au rapatriement des ex-M23 stationnés en Ouganda et au Rwanda. Ces mesures devraient être discutées du moins lors d'une rencontre tenue ce vendredi à Kinshasa, la capitale. Malheureusement, cette rencontre a eu lieu sans la participation des responsables du M23 qui avaient estimé que les conditions garantissant leur sécurité n'étaient pas réunies. Le responsable politique du M23 en exil en Ouganda, Bertrand Bisimwa, s'est expliqué dans un entretien accordé à nos confrères de l'AFP. Suivons ensemble ses explications. Lorsqu'on tue nos populations, loin des caméras, lorsqu'on viole nos femmes, lorsque l'on nous ravit nos biens, vous voulez que nous fassions quoi? Et que ceux qui les font sont soit en intelligence avec le pouvoir en place, soit l'armée gouvernementale elle-même. Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous n'avons pas refusé qu'il y a eu des actes malencontreux qui auraient été perpétrés par nos cadres ou que par des citoyens dans notre espace. Nous ne les refusons pas, mais nous disons que la MONUSCO n'est pas en position de faire un jugement net, impartial sur le M23. D'autant plus qu'elle a été belligérante. Une grande partie du territoire national est occupée par les forces négatives qui continuent à tuer, qui continuent à violer. Soit il y a une explication peut-être pas à ça, soit que les forces gouvernementales sont en intelligence avec ces forces-là, c'est pourquoi ils font tout ce qu'ils veulent, ou alors les forces gouvernementales laissent faire, ou alors les forces gouvernementales sont incapables de neutraliser ces gens. En Afrique du Sud, à présent, la police a ouvert une enquête sur la rénovation aux frais du contribuable de la résidence privée du président Jacob Zuma, située dans l'est du pays. Cette rénovation, qui a coûté 20 millions de dollars à l'État sud-africain, est au cœur d'une grande polémique dans le pays. Reportage. Cette demeure a coûté 20 millions de dollars à l'État sud-africain. Et elle pourrait coûter cher au parti du président Jacob Zuma lors des élections cette année. Les travaux pour rénover la résidence privée du chef de l'État, à Nkandla, dans l'est du pays, ont été réalisés avec l'argent des contribuables, dont la barrière de sécurité, un héliport et des maisons pour ses 4 femmes et autres nombreux membres de sa famille. De quoi exaspérer des voisins comme Bekekile Ndlovu, qui peut contempler les pavillons depuis sa hutte. C'est décevant, mais nous gardons espoir que notre tour viendra. C'est ce qu'on espère. Peut-être qu'un jour, ils nous construiront des maisons aussi. Ils voient bien qu'on souffre. Le scandale de Nkandla a fait le tour de l'Afrique du Sud et attiré l'attention sur les inégalités énormes qui subsistent. Un tiers de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Cela donne aussi des munitions à l'opposition. Julius Malema, l'un des principaux adversaires de Zuma, a ainsi donné cette maison dans le même village à une mère de 2 enfants, lors d'une opération politique pour montrer l'extravagance du président. J'ai vécu dans une hutte en terre toute ma vie. Je n'ai jamais rêvé de vivre dans une maison comme celle-ci et de m'asseoir dans un canapé. De toute ma vie, je n'en ai jamais rêvé. Le coup de pub de Malema a rapporté de nouveaux adhérents à son parti, les combattants pour la liberté économique, dont de nombreux voisins de Zuma. Et dans tout le pays, beaucoup d'électeurs se sont retournés contre le président et son parti, l'ANC. Cette maison à Nkandla, les 208 millions de rand dépensés là-bas, ça symbolise tout ce qui déplaît aux gens chez le gouvernement actuel. À mon avis, en ce moment, l'ANC est très mal à l'aise.
Le Burkina Faso, à présent, le Burkina Faso a reçu hier la visite du président en exercice de l'Union africaine. Le président mauritanien était donc allé rassurer les autorités de la transition de ce que l'Union africaine n'allait pas appliquer des sanctions. Reportage. Le président en exercice de l'Union africaine est arrivé ce lundi à Ouagadougou pour rencontrer les protagonistes de la crise burkinabé. Des protagonistes qui négocient toujours le processus de restitution aux civils du pouvoir détenu par l'armée depuis la chute du président Compaoré. La visite de Mohamed Ould Abdelaziz, chef de l'État mauritanien et président en exercice de l'organisation panafricaine, intervient alors que le processus de restitution du pouvoir à des autorités civiles exigé par la communauté internationale et promise par l'armée a franchi une nouvelle étape. L'Union africaine n'est pas venue pour sanctionner le Burkina, ils sont venus pour participer à la solution. Et la solution viendra des Burkinabés. Donc l'Union africaine est là pour les accompagner. Ils ont déjà fait l'essentiel pour davantage de démocratie dans leur pays. Nous ne pouvons que les encourager, que les féliciter à continuer et à terminer le reste du travail dans la tranquillité, la sécurité et la paix sociale. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'organisation régionale dont fait partie le Burkina Faso, a appelé la communauté internationale à ne pas sanctionner Ouagadougou compte tenu des efforts en cours. À Ouagadougou, le président Ould Abdelaziz devait également s'entretenir avec l'opposition, la société civile et le camp de l'ancien président Blaise Compaoré, ainsi qu'avec les représentants de la médiation ONU, UA-CEDEAO, qui assure une médiation dans la crise. Rappelons que l'opposition et la société civile devraient transmettre ce lundi leur charte de la transition, constitution intérimaire adoptée dimanche soir, après de laborieuses discussions et régissant la structure et le fonctionnement des futures autorités de la transition. Le Soudan à présent, le camp pour réfugiés situé dans la localité de Kalman s'est transformé en une prison virtuelle pour des dizaines de milliers de déplacés du Darfour. Pour ces réfugiés, sortir du dit camp est désormais devenu trop dangereux à cause des milices qui sévissent dans les alentours. Reportage. Le camp de Kalma, si au milieu de paysages quasi désertiques, abrite 163 000 hommes, femmes et enfants. Beaucoup sont arrivés dès 2003, lorsque des tribus non arabes ont commencé à se rebeller contre le gouvernement de Khartoum, dénonçant leur marginalisation dans le pays. Ce camp s'est transformé aujourd'hui en une prison virtuelle pour ces réfugiés qui ne peuvent plus en sortir à cause des groupes armés qui sévissent à l'extérieur. Les habitants du Darfour affirment d'ailleurs qu'il y a trop peu de casques bleus de la mission conjointe Union africaine-ONU au Darfour pour les protéger. La MINUAD, qui est chargée de protéger les civils et d'assurer un accès sécurisé et sans entrave à l'aide humanitaire, compte quelques 16 000 policiers et soldats pour un territoire immense de près de 500 000 km². Selon l'ONU, le conflit au Darfour a fait plus de 300 000 morts et 2 millions de déplacés en 11 années. L'Égypte à présent, les autorités du pays ont annoncé ce dimanche qu'elles s'apprêtent à ouvrir aux touristes l'esplanade faisant face au Sphinx et également cette infrastructure du moins qui date du temps des pharaons. La restauration de ce monument, l'un des plus visités du monde, a duré 4 ans. Reportage. L'esplanade du Sphinx va être ouverte pour la première fois depuis le début des travaux de restauration, a assuré le ministre égyptien des Antiquités, Madou Al-Damati, lors d'une visite de presse sur le site archéologique où se trouvent également les pyramides de Gizeh au sud-ouest du Caire. Aujourd'hui, notre site historique dans son ensemble est en train de retrouver peu à peu sa splendeur. C'est important de le protéger maintenant. Les travaux de restauration du Sphinx étaient principalement destinés à remplacer les blocs fixurés de l'édifice, explique Mohamed Al-Saïdi, le superviseur des travaux. Nous avons commencé la restauration il y a 2 mois de cela. Nous avons restauré une partie de l'architecture ici, en installant des petites structures et en les connectant à celles de derrière, en ajoutant une couche de plâtre sur le cou et les joues du monument. Il s'agissait également de rénover le buste et le cou avec un matériau protégeant de l'érosion, l'imposante statue à corps de lion et à tête d'homme. Une fois que l'esplanade sera ouverte, les touristes pourront marcher tout autour du Sphinx et réjouir le restaurateur. Toutefois,
La date d'ouverture n'a pas encore été fixée. Voilà, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi, mesdames et messieurs. Mais avant de partir, la pensée africaine du jour nous vient donc du Bénin et dit: aussi longtemps que les lions n'auront pas leur histoire, les récits de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. Aussi longtemps que les lions n'auront pas leur histoire, les récits de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. Merci une fois encore de nous avoir suivis. Retenez que l'information se poursuit sur Sika TV et sur www.sikatv.info.